Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier 13 heures de l'IAE, le dernier de l'année, puisqu'après les étudiants partent en vacances ou en stage, je ne sais plus vraiment, les deux parfois. Nous reviendrons évidemment en septembre si nous avons l'accord du directeur, ainsi que les financements. Cette émission, vous vous en doutez, coûte cher à produire. Alors pour le dernier thème, nous avons pensé à évoquer l'obsolescence programmée, mythe ou réalité. Est-ce que vous avez tous probablement eu un smartphone qui tout d'un coup se met à ralentir, ou une imprimante qui s'encrasse et qui ne veut plus marcher, ou une machine à laver, ou une ampoule qui tombe en panne alors que vous avez l'impression que vous venez de l'acheter? Tout cela ne serait-il pas un complot des grandes entreprises pour nous forcer à acheter des nouveaux produits? Eh bien, nous allons en parler ensemble avec Thomas Stenger, Pierre Laniré et André Leroux qui ont accepté de débattre de cette question avec moi aujourd'hui et je les en remercie vivement. Alors, pourquoi le sujet est d'actualité? Parce que la loi française, et c'est la première au monde, la loi française depuis juillet 2015, prévoit comme une infraction le délit d'obsolescence programmée, délit qui est puni, attention ça ne plaisante pas, de 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. L'amende peut même aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires pour neutraliser les gains liés à cette obsolescence programmée. Alors, suivant le vote de cette loi, une association, HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a déposé plainte contre plusieurs entreprises. Et donc, depuis le début de l'année, fin 2017, début 2018, le parquet de Nanterre enquête contre Epson et surtout contre Apple, depuis janvier 2018, pour ce délit d'obsolescence programmée, dont on imagine qu'il va quand même être assez compliqué à prouver. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée? J'ai regardé un petit peu les définitions. L'obsolescence programmée, ce serait la stratégie d'une entreprise qui vise à réduire la durée de vie d'un produit pour augmenter son taux de remplacement et provoquer un nouvel achat prématurément. C'est à peu près d'ailleurs la définition qui a été retenue par la loi française de 2015. Alors d'où vient l'obsolescence programmée? La première fois qu'on voit apparaître la première occurrence de l'obsolescence programmée, ça date de 1932 aux États-Unis. Un promoteur immobilier, Bernard London, qui publie un papier qui s'appelle l'obsolescence programmée et qui propose en fait de stimuler la croissance. 1932 aux États-Unis, c'est pas les grandes années, c'est juste après la crise de 29. Et pour stimuler l'industrie et la croissance, il propose en fait de mettre en place un programme de prime à la casse où les gens devraient ramener leurs biens et l'État leur rachèterait pour les forcer à racheter des nouveaux produits. Donc c'est pas vraiment l'obsolescence programmée telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'était plutôt des programmes de renouvellement. On a eu ça sur les voitures en France au moins à 2 reprises. Il y a eu d'autres définitions, une autre assez connue, c'est Brooks Stevens, un designer américain, qui disait « Nous fabriquons des bons produits, mais l'idée c'est de rendre ces produits obsolètes en introduisant quelque chose de nouveau l'année suivante. » Et vous voyez que ces deux définitions ne sont pas exactement les mêmes. Dans l'une, c'est l'offre qui est en jeu, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui fait exprès de rendre fragile ou moins rapide son ordinateur ou son téléphone ou je ne sais pas quoi au bout de quelques années. Et dans l'autre, ce serait plutôt la demande, c'est-à-dire c'est le consommateur qui, à un moment, son produit il marche toujours, mais il a envie de quelque chose d'un peu plus rapide. Alors, c'est difficile de réconcilier les deux. Quand vous allez sur Internet, vous tombez évidemment sur des avis modérés, bien sûr, hein, je suis allé voir. Mais il y a un rapport de l'ADEME assez récent, l'ADEME c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, qui lui propose de parler non pas d'obsolescence programmée, mais d'obsolescence perçue. Ça réconcilie un peu les deux approches. Il y a bien une obsolescence, mais il y a quand même aussi un problème de perception par le consommateur. Alors pour traiter tous ces problèmes et d'autres, eh bien nous avons nos 3 intervenants. Je leur ai demandé, comme c'est la dernière, de faire preuve de leur mauvaise foi habituelle. Ils ont été choisis sur ce critère. Je passe tout de suite la parole à Thomas pour introduire et nous dire un peu ce qu'il pense de l'existence ou non de l'obsolescence programmée. Merci beaucoup, monsieur Monté, pour votre proposition et ce débat aujourd'hui qui renvoie en fait qui pose pas mal de questions, effectivement, outre l'actualité, effectivement, et vous avez probablement vu des reportages ou lu des articles de presse sur ces sujets-là. Je trouve ça très intéressant de reposer la question aujourd'hui, et puis le panel des experts là, qui nous est proposé va permettre, à mon avis, de situer le débat à la fois historiquement et conceptuellement. Alors je commencerai pour ma part par faire part de... poser la question de l'obsolescence programmée, je trouve que c'est à la fois insultant et flatteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le public, mais je trouve ça tout d'abord insultant. Alors insultant pour qui? Insultant pour tous les experts de l'offre, les concepteurs, les meilleurs ingénieurs, designers, les meilleurs étudiants d'IAE, les spécialistes du marketing et de la conception de produits et de services nouveaux, tous les experts en management de l'innovation qui font tout simplement de leur mieux
pour concevoir les offres les plus abouties, les plus innovantes, les plus performantes possibles, en toute bonne foi, bien évidemment, puisque c'est au service de la réussite personnelle de ces individus, de la réussite collective de leurs organisations, de leurs marques, de leurs entreprises. On se doute bien que pour performer, on a absolument intérêt, on a tout intérêt à concevoir les meilleurs produits possibles et imaginables, et en aucun cas à introduire délibérément des failles dans la conception de produits nouveaux. Donc ce serait le premier point de mon argumentation. Je trouve que envisager l'obsolescence programmée, c'est d'abord insultant pour tous les spécialistes de l'offre, j'insiste, qui font de leur mieux pour concevoir les produits les plus performants possibles. Et je trouve ça également flatteur d'une certaine façon, parce que cela reviendrait à dire qu'on est capable, à l'avance, d'envisager, d'une part, l'usage que feront les clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. C'est insultant, c'est flatteur, pardonnez-moi, c'est le deuxième point, parce que cela reviendrait à dire qu'on est capable d'envisager l'usage qu'il sera fait des produits et services nouveaux lancés sur le marché. Bien malin celui qui est capable de prévoir non seulement l'usage, mais la durée, l'intensité, la fréquence, etc., etc. Alors, si on cherche à répondre à cette question-là, cette évaluation de l'usage, ça pose une question en fait extrêmement intéressante. Je vous remercie Monsieur Mottet de nous l'avoir posée, mais une question à laquelle on a bien du mal à répondre. Quand on regarde, c'est la question de la valeur. C'est comment apprécier la valeur d'une offre. Alors là, bon courage, hein. Si vous avez fait des études un petit peu en économie, en sciences humaines et sociales, si vous regardez du côté des sciences économiques, vous voyez bien que c'est un euphémisme que de dire, alors c'est peut-être la seule et vraie grande question posée, c'est celle de la valeur, mais en aucun cas on a de réponse, en tout cas satisfaisante de mon point de vue, pour apprécier la valeur d'usage. J'insiste, la valeur d'usage, pas la valeur de l'échange, ça c'est un autre aspect qui m'intéresse ici beaucoup moins, puisque ça ne permet pas de se rendre compte de l'obsolescence, d'une éventuelle obsolescence programmée. Alors du côté des sciences économiques, impasse, à mon avis, pour ce qui est de l'évaluation de la valeur d'usage. Si on regarde des travaux proposés en sociologie des usages, ce qu'on retient justement, c'est l'incapacité de prévoir quoi que ce soit. On doit être prêt à tout. Alors vous me direz, c'est très descriptif ça, et c'est pas très normatif. Alors du côté des sciences de gestion, merci en marketing, il se trouve qu'on a des propositions. Vive le marketing. Et je vous invite tous à regarder de près le dernier ouvrage de Gilles Marion, consacré justement à la valeur d'usage et à la co-construction de la valeur de l'offre, à la fois par les concepteurs que j'évoquais tout à l'heure, et également par les consommateurs, par les clients. Mais en aucun cas, on a la possibilité de prévoir à l'avance quelle sera la valeur d'usage de chaque offre. Et enfin, dernier point, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps, Monsieur Mottet, pour... si cette soi-disant obsolescence programmée existait, on aurait bien évidemment des condamnations, car vous l'avez rappelé, la France est, comme souvent, pionnière en la matière. Vous nous avez rappelé la loi de 2015, c'est ça? Oui. Combien de condamnations? Pour l'instant, pas encore. Aucune, hein, c'est ça. Oui, et donc j'imagine que c'est une excellente idée, cette loi, et que d'ailleurs la France a été imitée par de nombreux pays, et que partout à travers le monde, combien de pays ont repris cette... Pour l'instant, aucun. Aucune aussi, hein, c'est bien. D'accord. Et on démarre. Mais par contre, je sais qu'il y a des projets à un niveau plus européen, donc c'est sûrement une excellente idée pour ceux qui seraient tentés de s'engager dans des processus d'obsolescence programmée qui desserviraient, à n'en pas douter, leur carrière individuelle, la réussite de leurs organisations, de leurs marques, de leurs entreprises, qui souffriraient invariablement. Alors, au-delà des condamnations et des amendes, il y aurait surtout 2 sanctions par les 2 juges de paix, diraient certains. Les sanctions et les amendes, on pourrait y revenir, hein. 2 ans quand même, 2 ans de prison ferme, hein, pour ceux qui seraient reconnus responsables. Et puis bien évidemment, les sanctions financières, on l'a évoqué, les premières sanctions viendraient bien sûr des 2 principaux juges de paix que sont le client et l'actionnaire. Quel client aurait envie d'investir, de s'engager à plus long terme vis-à-vis d'une marque reconnue coupable d'obsolescence programmée? Quels actionnaires auraient envie d'investir et de soutenir une entreprise qui s'engagerait dans des démarches qui s'apparentent finalement à de la manipulation, Monsieur Mottet? Donc non, en aucun cas, je ne peux souscrire à l'existence de cette... Mais je vois bien par contre l'intérêt pour les médias, principe de panique morale, hein, de consacrer des émissions à ce sujet-là. Bien. Effectivement, c'est vrai que pour l'instant, la loi n'a pas fait la preuve de son efficacité, mais on peut peut-être lui donner un peu de temps pour qu'elle agisse. 3 ans tout de même, 3 ans. Oui, 3 ans, c'est vrai. Mais la justice prend du temps. Alors, pour traiter avec toute la bonne foi nécessaire de la suite, et peut-être une vision un peu d'un point de vue différent, Pierre Laniret, sur ce point. Oui, très bien. Je vais peut-être répondre à quelques points qui ont été
soulevée par Thomas Stenger. Stenger, autant pour moi. Je pense, moi je vais défendre plutôt l'idée qu'il y a de l'obsolescence programmée et qu'il y a de l'obsolescence par by design, on va dire, pour reprendre cette expression qui est très très populaire. Et je pense, enfin un des cas récents qui a été très discuté, c'est le cas des iPhones, dont nous avions tous, pour ceux qui en sont des détenteurs, d'heureux détenteurs, la sensation que ce terminal ralentissait à l'occasion de son vieillissement. Alors en fait c'est une aberration d'un point de vue concret, électronique, parce que le processeur ne vieillit pas en lui-même, après il peut être fragilisé par le temps, mais il ne va pas ralentir. Et donc pendant tout un temps, il y a eu ce côté d'obsolescence perçue, c'est-à-dire ce que je montrais parfois, ce que montre parfois Apple et ce que j'utilise parfois comme exemple contre l'obsolescence programmée, c'est de montrer les progrès des processeurs. En gros, sur 6 ans, les processeurs, ils ont fait x50 dans les iPhones. Donc c'est sûr que quand on déploie du logiciel pour la nouvelle version du terminal qui est 50 fois plus rapide que la version d'il y a 6 ans, sur la version d'il y a 6 ans, ça paraît très très lent. C'est pour ça d'ailleurs que les nouvelles versions logicielles, elles ne sont pas compatibles en général avec autant de versions antérieures parce que juste le matériel n'est pas adapté. Donc ça c'est un peu pour abonder dans le sens que ça n'existe pas l'obsolescence programmée, et parfois on dit aussi qu'Apple sort des fonctionnalités qui sont délibérément pas compatibles avec les nouveaux terminaux. Par exemple, un des exemples qui est souvent donné, c'est Siri. Quand Siri est sorti, c'était sur l'iPhone 4S, et c'était pas compatible avec l'iPhone 4, 3GS et 3 et ni le précédent. Et que nous disent les développeurs d'Apple, dont certains qui sont plus qui sont plus employés par la firme, ils nous disent en fait c'est pas de l'obsolescence programmée, même si ça ne nous dérange pas d'un point de vue marketing évidemment, c'est des problématiques techniques. C'est-à-dire, nous quand on a lancé Siri, on voulait pas qu'il y ait des millions d'utilisateurs qui soient équipés de terminaux compatibles avec Siri pour ne pas avoir des millions de requêtes à traiter. Et donc pour éviter qu'il y ait des millions de requêtes à traiter, pour permettre que justement ces requêtes montent en charge progressivement, on l'a mis que sur les nouveaux terminaux, et donc on aurait une croissance des appels à Siri au fur et à mesure qu'il y aurait des gens qui achèteraient le nouvel iPhone. Donc ça c'est une manière aussi de dire que parfois, pour pas être submergé d'un point de vue technique, on peut créer des goulots d'étranglement d'un point de vue du logiciel qui vont faire qu'on n'est pas débordé par la montée en charge. Là où je suis plus dubitatif sur la question de l'obsolescence programmée, c'est sur la question du verrouillage matériel. C'est-à-dire que de plus en plus, on le voit, Grégory Reyes qui rentre avec un MacBook relativement récent en est un bon exemple. Les MacBooks aujourd'hui, comme les ordinateurs, comme les tablettes, etc., viennent complètement verrouillés, viennent complètement, il n'y a plus de vis. Tout est scellé, tout est soudé et donc deviennent complètement irréparables. C'est-à-dire que ne peuvent réparer ces terminaux-là une fois qu'ils sont non pas obsolètes mais juste vieillis, par exemple pour la batterie ou pour rajouter de la mémoire, ne peuvent intervenir sur les ordinateurs et les téléphones, etc., que la marque Apple. Et là, il y a un vrai enjeu de transmission de l'information, parce qu'il y a quelques années, je prends toujours cet exemple-là, je reste sur Apple, diffuser à destination des réparateurs du monde entier des outils de diagnostic qui leur permettaient de voir ce qui n'allait pas sur tel ou tel composant, et de le remplacer donc parfois pour un capteur, ça peut coûter $2, quoi, donc plus la main d'œuvre. $77 pour remplacer un composant, sauf que la réparation chez Apple, elle va vous coûter $750, qui comme par hasard est à peu près la valeur de marché du produit, et donc vous n'êtes pas du tout incité. Et ce mécanisme-là de verrouillage de l'incapacité à réparer les objets et à leur faire suivre des évolutions technologiques, on le retrouve dans la téléphonie, on le retrouve dans les téléviseurs, on le retrouve dans votre machine à laver, ou tous les composants électroniques. Si vous connaissez un électronicien à côté de chez vous, il va vous dire, mais ça en fait ça se change. Mais si vous faites venir un réparateur agréé, en gros, il va vous dire, ça, il faut changer intégralement la carte mère, quoi. Et donc, c'est ça, moi, qui m'interroge. C'est-à-dire que là, je pense que là, pour le coup, le régulateur, plutôt que s'intéresser à comment on va prouver l'obsolescence programmée, ce qui est complètement impossible. En plus, ça finit par faire des âneries. C'est-à-dire que, hop, l'association, elle a commencé à dire aux gens, en fait, vous ne devriez pas mettre à jour votre logiciel. Ce qui est complètement crétin. Enfin, je veux dire, le logiciel, il a des failles de sécurité, donc il faut toujours mettre à jour quand même le logiciel.
Par contre, il faut qu'il y ait une injonction évidemment à ce que le logiciel soit maintenu et que donc par exemple à un moment donné on puisse rester sous iOS 10 pour prendre un exemple que les connaisseurs d'Apple peuvent suivre. Donc l'avant-dernière version du logiciel n'est pas passée à la nouvelle s'ils en veulent pas et qu'il y ait toujours les correctifs de sécurité. Ça c'est des choses que la loi pourrait demander. Mais parce que nous on est d'accord avec le fait de se priver des nouvelles fonctionnalités dont effectivement peut-être qu'on perçoit l'intérêt et donc on va y aller, mais si on savait qu'il y a des risques de ralentissement de nos téléphones, eh bien on le ferait pas. Et tout ça c'est un enjeu d'information parce que c'est pareil, là, le vrai scandale qui a déclenché un petit peu, je pense, l'idée de ce débat, c'est Apple qui ralentit la batterie, qui ralentit le processeur pour économiser la batterie. Mais tout ça sans rien vous dire. C'est-à-dire que vous avez une batterie qui vieillit, et au lieu de vous dire, quand vous allumez votre téléphone, je veux dire, on est en 2018, on va sur Mars, on est capable de faire des choses comme ça, vous allumez votre téléphone, il vous dit, votre batterie doit être remplacée, allez dans un Apple Store, ça coûte $89, etc. Sinon, vos performances sont dégradées. Non, Apple ne vous dit rien, mais silencieusement dégrade les performances de votre téléphone. Et après, elle vient nous dire, non, mais en fait, c'est dans votre intérêt, c'est une fonctionnalité qu'on a développée, voilà. Et puis, c'est marqué, en fait, dans là où quand ils l'ont introduit, il y a marqué, dans la mise à jour, dans les fonctionnalités, l'ajout, il y avait marqué amélioration des performances de la batterie. Voilà. Et vous étiez censé déduire de ça qu'ils avaient fait. Voilà. Donc voilà. Il y a un manque complet de transparence. Et ce que moi, ça m'amène à penser, c'est qu'on est aussi à un moment donné où ce débat il se pose aussi parce il y a des gens qui disent ça c'est la fin du droit à la propriété au final. C'est-à-dire qu'en fait on n'achète pas un objet, on n'en est pas propriétaire. Apple reste propriétaire de son objet, c'est pour ça qu'elle reste la seule habilité avec ses quelques réparateurs agréés à le réparer. Vous n'avez pas le droit de mettre les mains dedans. Si vous le touchez, d'ailleurs, vous faites sauter la garantie en 5 secondes. Et aujourd'hui, on est dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, à la limite, ce que ça prépare, ça, pour moi, c'est un mode où vous abonnez à un iPhone à vie. Vous faites du leasing, en gros, ils vous filent un téléphone et puis régulièrement, ils le mettent à jour, ils le récupèrent, ils le recyclent. Et dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on en discute ouvertement et on se cache pas derrière des espèces de mécanismes logiciels / matériels pour nous dégrader notre valeur d'usage des biens qu'on a dans notre poche. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Pierre pour ça. André, la voix de la raison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'allais le dire. Parce que, bon, je ne sais pas si, du point de vue de l'offre, c'est insultant. Peut-être un émir, en tout cas un nabab, puisqu'il en profite bien. Et puis, du point de vue de l'offre, si c'est l'offre, donc du point de vue, si c'est la question de la valeur, effectivement, ça correspond bien au client, parce que qu'est-ce qu'on lui fait avaler quand même? Alors, essayons de reprendre un petit peu je dirais, de recul par rapport à tout cela, pour dire en fait que l'obsolescence programmée, c'est tout un tas de choses du point de vue marketing. D'abord, c'est une tactique marketing. C'est-à-dire que ça consiste à forcer au renouvellement des produits en faisant disparaître à un moment donné tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du produit. C'est-à-dire les pièces détachées, les pièces de rechange, les consommables. Qui n'a pas eu une imprimante qui fonctionnait tout à fait bien, puis on cherche la cartouche, ah bah ça se fait plus. Ah oui, d'accord. Et mon imprimante que j'avais achetée, qui est tout à fait fonctionnelle, qui est tout à fait robuste, j'ai des souvenirs de vieilles HP Laser 2 qui étaient increvables, du coup on est obligé de passer à autre chose et d'acheter une imprimante qui a déjà une qualité de finition bien inférieure et puis en plus qui a une durée de vie bien inférieure. Autre exemple de cette tactique marketing, c'est le fait de faire disparaître les connecteurs par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette bonne vieille prise RS232C DB9 ou DB25 que l'on retrouvait sur tout bon ordinateur où on pouvait soit mettre un écran, soit mettre une imprimante, cette espèce de broche, elle a été remplacée par une HDMI ou par une USB et puis du coup tout votre parc il est bon pour la poubelle. Idem pour les logiciels, c'est-à-dire qu'une manière de vous faire vous débarrasser d'une imprimante, c'est de dire votre logiciel, le pilote il est sous XP mais on fait plus XP, donc maintenant il faut passer sous Windows 99, 2012, etc. Et on est bien obligé. Ou alors, plus prosaïquement, votre électroménager, vous prenez votre aspirateur, au bout d'un moment, votre brosse, avant c'était fait en métal, maintenant c'est en plastique, ça casse, et vous êtes obligé donc de changer tout l'aspirateur, parce que vous ne pouvez plus utiliser la brosse, parce que ça se fait plus. Moi je dirais même que c'est plus qu'une tactique marketing, c'est souvent une politique de produit. Là, on force au renouvellement du produit, soit par l'usure, mais surtout par l'obsolescence des systèmes d'exploitation. Là, c'est ce que Pierre a très bien décrit, c'est le ralentissement, la non-compatibilité, ce qui fait que
le produit est de plus en plus lent et vous importune, pour ne pas dire autre chose, ce qui fait que, au final, on en vient à changer son produit. Ou alors aussi l'impossibilité de remplacer des sous-ensembles ou des composants. Par exemple, Apple, pendant tout un temps, on pouvait remplacer ses batteries. Et puis, ils ont commencé à sertir. Avant de sertir, d'ailleurs, ils avaient eu déjà une première intention assez machiavélique, qui était d'avoir un outil spécial, un pour ouvrir sans casser les vis votre iPhone, et deux, une espèce de ventouse spéciale pour pouvoir retirer votre batterie, sinon vous n'y arrivez pas, ou alors là aussi vous cassiez le support. Là maintenant carrément ils ont tout serti, si bien que vous ne pouvez pas l'enlever même au pied de biche, et que de toute façon dès que vous l'avez ouvert, vous n'avez plus de garantie. Donc du coup vous êtes complètement pieds et poings liés, et on retrouve cette situation où on est complètement dépendant de la marque. Autre manière de faire de l'obsolescence programmée, c'est le nouveau produit qui ne fait pas grand-chose de plus que l'ancien, mais que vous êtes obligé de suivre pour pouvoir continuer à dialoguer avec votre environnement. Ça, c'est Microsoft. Microsoft qui vous force à passer à Office XP. Alors celui-là, il était très ouvert. Alors du coup, il y a eu plein d'imitations, de contrefaçons. Alors du coup, on a commencé à avoir Office 7, qui a été une catastrophe. Puis Office 8, puis Office 9, puis Office 10. Au final, c'est toujours pour ouvrir Word ou pour ouvrir Firefox, hein. Qu'est-ce que ça a changé? De la même manière, vous prenez le pack Office. Le pack Office, il est de plus en plus gros, de plus en plus lourd. Maintenant, il faut aller le chercher sur un serveur. Moi, j'ai encore chez moi une disquette où c'est marqué Excel 1.1 et c'est une disquette 700K. Eh bien, ça fait toujours les mêmes calculs, à peu près aussi juste, à peu près aussi faux d'ailleurs, parce qu'il y a toujours le bug dans Excel qui doit exister. Mais donc, et là, on vous force parce que de toute façon, le prof ou l'étudiant avec lequel vous allez travailler, à un moment ou à un autre, il va sauvegarder au nouveau format et vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc, vous êtes obligé de suivre. Ça, c'est une autre forme donc d'obsolescence programmée. Une autre façon de faire de l'obsolescence programmée, c'est aussi en automobile. Alors là, c'est un peu plus sioux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'on fait de ce point de vue-là? On rajoute des fonctionnalités dont l'utilisateur n'a aucune utilité, tout simplement pour démoder les produits actuels et peu à peu invalider le parc. Regardez les automobiles aujourd'hui, vous avez quoi? Bon, on a commencé par avoir les ABS. Honnêtement, l'ABS, la plupart du temps, on s'en sert pas. Et quand on s'en sert, c'est trop tard en général. Les airbags, le jour où vous servez d'un airbag, de toute façon, c'est que vous avez pété votre bagnole. Donc il ne vous sert à rien. Et puis, souvenez-vous toujours d'une chose. Les tests d'airbag, que vous voyez à la télé où les voitures sont pulvérisées, ils sont faits à 47 km/h. Vous imaginez si vous prenez un choc latéral à 80 km/h, mais de toute façon, vous êtes mort, ça ne sert à rien. Donc, enfin, vous avez tous ces ESP. À quoi ça sert? À maintenir artificiellement le prix des produits à un niveau élevé, le marché européen avec le marché japonais est celui où les voitures sont plus chères en Europe, dans le monde. On est le marché où il y a le plus grand coût pour avoir une voiture. Ça a commencé à baisser maintenant qu'on a le low cost. Donc, mais pour le moment, les voitures sont les plus chères en Europe. Vous allez aux États-Unis, vous achetez une équivalente d'une voiture comme une Peugeot 408 pour, je dirais, 6 000 €. Vous voyez donc, ce qui est chez nous le prix d'une Logan ou d'une Twingo d'entrée de gamme. Vous avez une familiale. Donc c'est simplement un moyen de maintenir. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cela? C'est que l'obsolescence programmée est une nécessité pour les entreprises. Pourquoi donc? Parce que sans obsolescence programmée, il n'y a plus de réachat, il n'y a plus de renouvellement de la demande. Porsche avait fait un projet de voiture qui était fait pour durer 20 ans. Ça s'est appelé le FLO type 1989. C'est sorti en 1973. Ça avait été réalisé dans les années 70. On n'en a jamais plus entendu parler après sa présentation à Stuttgart. Parce que sinon, il n'y a plus de demande. Vous imaginez, actuellement, la durée de vie d'un véhicule, la durée de possession d'un véhicule en France, c'est 4 à 5 ans. Si vous avez 20 ans, vous n'avez plus de demande dans, je dirais, 7 à 8 ans. Tout le monde ferme. Donc, du coup, c'est une nécessité. Voire, c'est une évolution quasi inéluctable du marché, parce que si on n'a pas cette obsolescence programmée, vous avez un cas qui s'est déjà produit ou que l'on peut observer, c'est celui du marché du micro-ondes. Au départ, c'est un produit technologique. Quand j'étais nettement plus jeune, c'est-à-dire dans les années 80, un micro-ondes, c'est apparu, c'était donc il y a plus d'un siècle. Donc, un micro-ondes, c'était quoi? C'était 4000 francs, c'était 600 €. Et à l'époque, 600 €, ça représentait facilement un quart du SMIC.
Aujourd'hui, vous retrouvez un micro-ondes. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un petit tour sur Boulanger donc, ou Fnac. C'est entre 150 et 150 euros. Vous regardez, le marché est dominé par soit des marques de distributeurs, soit des marques de low cost. C'est-à-dire qu'en l'absence de rajout de choses qui ne nous servent à rien, qui sont en fait des supports de différenciation, le marché va inévitablement se tarir. Et là, on a toute la littérature sur l'achat répété de Ehrenberg qui montre que les seules sociétés qui s'en sortent, ce sont celles qui arrivent à instaurer un achat répété. Vous me direz, c'est pour des produits de grande consommation, mais est-ce qu'aujourd'hui, un iPhone, c'est pas en train de devenir un produit de grande consommation? Est-ce que un bien électroménager, c'est pas en train de devenir un produit de grande consommation qui se renouvelle tous les 2 ou 3 ans? C'est un peu durable, mais c'est tout. Et donc, en fait, en l'absence d'obsolescence programmée, plus de support de différenciation, et c'est le règne des low cost. En même temps, est-ce que tout le monde a envie d'avoir du low cost? Donc je pense qu'aujourd'hui, un marché qui n'a pas d'obsolescence programmée est condamné à devenir un marché bas de gamme sur lequel tous les acteurs vont finalement se battre sur la domination par les coûts. Là, on retrouve toutes les grandes options stratégiques, hein, c'est-à-dire que sans obsolescence programmée, on est tous condamnés à la domination par les coûts. Et la domination par les coûts, c'est très simple, il n'y a qu'un gagnant à la fin qui se retrouve en position de monopole. Donc c'est une fatalité inéluctable. Merci André. Alors si je résume, soit l'obsolescence programmée, ça n'existe pas, soit ça existe, on n'a pas le choix et on est tous victimes. Thomas, peut-être une petite réponse. Je note que la distribution de parole est un petit peu hasardeuse, qu'il semblerait que tous les intervenants n'aient pas eu les mêmes consignes. Ceci étant dit, donc vous avez compris, hein, si vous voulez en fait couler votre entreprise, détruire définitivement votre image de marque, votre réputation, suivez les prescriptions que le précédent intervenant vient de vous donner, et donc faites cheap, faites délibérément de l'obsolescence programmée, et vous allez dans le mur, et donc vos actionnaires et vos clients vous sanctionneront assez rapidement. Il n'y a aucune ambiguïté. Non, il y a un peu de confusion. J'ai noté l'argumentation à 2 niveaux. Alors d'abord, il y a une confusion par rapport à coût de production, qualité de production, etc. Comme disait ma grand-mère, on n'a pas les moyens d'acheter bon marché. Hein. Donc si vous achetez low cost, bon marché, si vous engagez votre organisation, votre entreprise à produire à bas coût, nécessairement, effectivement, vous aurez une production de faible qualité, a priori, avec des produits qui sont plus vite périmés, périssables, qui se détériorent plus rapidement. L'exemple de la vaisselle machine à laver. La machine à laver d'antan qui durait beaucoup plus longtemps, oui, effectivement, elle coûtait aussi beaucoup plus cher et les processus de production renvoyaient à des objectifs de qualité bien supérieurs, enfin beaucoup plus élevés. Si l'obsolescence programmée était aussi facile d'ailleurs à démontrer, à prouver, au passage, hein, j'ai évoqué tout à l'heure pour moi la question fondamentale à laquelle aujourd'hui on a énormément de mal à répondre, toutes disciplines confondues, hein, économistes, sociologues, marketeurs, spécialistes de sciences de gestion, la question de la valeur. Il y a une autre grande question, c'est celle de l'intentionnalité. Hein. Vous avez bien noté, dans la brillante introduction que vous a proposée M. Mottet, l'adjectif délibérément. Hein. Il faut être capable de prouver que cette démarche frauduleuse, hein, manipulatoire, a été réalisée délibérément. Permettez-moi de vous interroger, chers collègues, comment prouver que comment prouver l'intentionnalité, comment prouver que cette procédure a été réalisée délibérément par une entreprise? Ça me paraît assez compliqué. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on aurait eu de nombreuses entreprises condamnées depuis 3 ans. Donc, on a échappé aux exemples du bas nylon, hein, on s'en sort bien. Il y a eu 2-3 exemples chers à l'automobile. Et puis, il y a eu une argumentation qui renvoie à d'autres types d'organisations, à un autre univers de consommation qui m'intéresse davantage. Oui, je suis français, messieurs, dames, et donc l'industrie de la mode et la culture de la mode m'intéresse particulièrement. J'avais d'ailleurs un père créateur de mode dans une maison, mais bref, c'est une autre histoire. Et bien évidemment, ce que l'on a évoqué par rapport à cette obsolescence perçue, comme M. Laniret appelait peut-être l'obsolescence by design, c'était ça, hein, en suivant effectivement les travaux d'anciens designers, etc. Effectivement, le principe de cycle, les 2 collections par an, etc. Qu'est-ce que c'est que la mode? Jean Cocteau disait, la mode, c'est ce qui se démode, par définition. Et donc là, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, ça nous renvoie à la valeur perçue. C'est-à-dire que ce magnifique petit chemisier avec des motifs Vichy ou à carreaux ou à pois est à la mode aujourd'hui, il ne le sera plus dans 3 mois et encore moins dans 6 mois. C'est le principe de la mode. Et alors là, ça renvoie à une autre notion chère en marketing, c'est la performation. C'est le marketing est performatif. Qu'est-ce que c'est que le marché? Le marché, il est fait essentiellement et en grande partie par l'offre.
par les concepteurs, et je reviens au rôle des concepteurs. Donc les concepteurs, ingénieurs, marketeurs, designers vont concevoir des offres qui effectivement ont vocation à être à la mode aujourd'hui et pas nécessairement demain. Mais de là à y voir délibérément la volonté d'abaissement de performances techniques, etc., il y a une confusion totale. Ce qui relève du coup des préférences d'aujourd'hui et donc de la mode, ça c'est un vrai sujet et effectivement c'est l'un des principaux ressorts du marketing. Là je vous rejoins complètement. Mais en aucun cas il s'agit de détériorer les performances de tel ou tel produit, de tel ou tel service. Ça n'a absolument aucun sens. Une fois de plus, j'insiste, ça se ferait au détriment des clients, au détriment des actionnaires, bref, au détriment des entreprises et des marques. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci. Je pense pas que à la réunion chez Apple, on se soit dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire que les gens accélèrent leur remplacement et voilà comment on va faire. Les gens se sont posés une vraie question qui est de dire c'est bizarre, nos batteries se dégradent, nos téléphones s'éteignent inopinément, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah tiens, on pourrait ralentir le processeur, etc. Mais le fait que dans cette réunion, aucune voix ne se soit levée pour dire mais on le dit au consommateur, ce qu'on fait sur son téléphone, au moment où on l'utilise, est-ce qu'on pourrait pas plutôt lui dire qu'il devrait remplacer sa batterie? Et le fait que la décision a été prise derrière laisse penser que cette personne, soit elle s'est exprimée et elle n'a pas été suivie, soit elle s'est poliment abstenue. Mais voilà, il y a quand même des choses qui pourraient être faites différemment. Et moi, je pense qu'au-delà de vouloir chercher l'intentionnalité, je pense qu'il y a le rôle du régulateur simplement de faire une injonction à rendre maintenables, à rendre réparables les appareils qui sont en distribution, que les gens changent s'ils le souhaitent parce qu'ils trouvent que avoir une machine à laver qui leur envoie un texto quand le linge est sec, c'est intéressant. Et ben dans ce cas-là, ils le font et puis voilà, ils pourront pas accuser Samsung d'avoir mis cette nouvelle fonctionnalité là, mais que celui qui a une machine qui a juste 5 ans ne trouve plus les pièces, ça pour moi c'est pas acceptable, j'allais dire dans l'espace économique, dans une économie de marché et dans une démocratie quoi. Et donc, pour revenir après à ce que disait André sur c'est une nécessité économique, de renouveler. Moi, je pense que c'est un vrai choix de société de se poser cette question-là, et aussi parce qu'il y a des problématiques écologiques derrière. C'est-à-dire, en fait, pour maintenir l'industrie automobile en fonctionnement, il faut reproduire toujours plus de voitures, même si on sait que c'est une catastrophe écologique au fur et à mesure. Encore plus de la même manière pour nos téléphones portables. Donc il y a un vrai choix de société parce que finalement, quand on innove de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait des produits en général qui sont de plus en plus chers. Sur les téléphones, ça se voit quand même pas mal. Beaucoup d'innovations en 10 ans. Pendant longtemps, on était sur un cap de $600. Maintenant, ça y est, on est à des caps de $1100 ou $1200 le téléphone le plus cher chez Apple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, pour les acheter, ces téléphones-là, il faut qu'on travaille encore plus qu'avant pour se les payer. Plus de travail, ça veut dire qu'au final, on cherche plus des récompenses matérielles symboliques pour se récompenser d'avoir bien travaillé, donc on a davantage de besoins, donc ça incite l'innovation. Enfin, voilà, on est dans ce phénomène d'accélération consumériste, dont par ailleurs tout un tas d'autres indicateurs, notamment écologiques, nous disent que c'est pas la bonne solution, et tout un tas d'indicateurs de santé au travail nous disent également que c'est pas une solution. Donc si c'est là qu'on va, moi je veux bien, mais il faut qu'on en discute ouvertement, quoi. Non, tout ça pour dire que parfois la critique sur l'usage, c'est la manière pour les marques de se dédouaner de leurs responsabilités. Ah oui, l'iPhone 4 ne capte pas bien les antennes, mais c'est parce que vous le tenez pas bien. Mais dans quel monde on peut dire à un utilisateur de téléphone qu'il ne tient, s'il ne capte pas, c'est parce qu'il tient pas bien son téléphone. Voilà. C'est tout. Ce sera le mot de la fin, je vous remercie. On va libérer la salle puisqu'il semblerait qu'il y ait encore des cours à l'IAE, j'en suis fier. On se retrouve à la rentrée, merci à tous.